Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Chers amis, les événements décrits dans ces mémoires par un policier, que nous appellerons le commissaire Marquet si vous le voulez bien, auraient pu se dérouler aussi bien en France qu'en Angleterre, en Italie ou aux États-Unis. Aussi, bien que le héros ait été un personnage célèbre il y a quelques années, nous avons évité soigneusement les noms de lieux et de personnes. Car si sur le plan de l'enquête purement policière ce dossier extraordinaire est d'une grande banalité, on y rencontre un personnage monstrueux, fascinant et très, très dangereux dès qu'on parle de lui. Le lundi 18 février au matin, le commissaire Marquet, qui exerce son activité dans un quartier résidentiel, reçoit un appel d'un commissariat d'une petite ville balnéaire. Le commissariat de province annonce que la bonne d'un hôtel, en apportant le plateau du petit déjeuner dans la chambre d'un client, a trouvé celui-ci en train d'agoniser. Il s'agit du très célèbre producteur de films George X. Le suicide ne fait aucun doute. On a retrouvé le verre ayant probablement contenu des barbituriques, ainsi qu'une lettre testamentaire adressée à sa femme. George X, sachant sans doute que les médecins auraient des chances de le sauver s'ils connaissaient la formule des produits toxiques, a pris soin de faire disparaître les emballages. Le temps qu'on détermine la nature des médicaments, il est mort. George X était venu 2 fois auparavant dans cet hôtel à titre tout à fait privé, accompagné d'une jeune femme dont on n'a pas encore découvert la véritable identité. On suppose seulement qu'il ne s'agissait pas de sa femme. Le fait qu'il ait été seul cette fois dans cet hôtel hors saison, dans une ville où aucune affaire ne paraît justifier son séjour, laisse à penser qu'il est venu là exprès pour mourir. Comme ces papiers indiquent une adresse officielle dans la circonscription du commissaire Marquet, il incombe à celui-ci d'effectuer les quelques démarches élémentaires. Pour le commissaire Marquet, ce serait de la pure routine si ce matin même un autre coup de téléphone, mais anonyme celui-là, ne l'avait déjà alerté. George X, disait le correspondant, a déclaré samedi qu'il se suiciderait dimanche. Ce matin, son téléphone ne répond pas. Il faudrait aller voir, mais s'il est mort, ce n'est pas un suicide. C'est un crime. Et le correspondant anonyme a raccroché. Bizarre, non? Malgré cela, pour le commissaire Marquet, gros homme paisible au regard clair, ce serait encore de la pure routine, n'était la personnalité de George X, grand producteur de films cinématographiques mondialement connu. Sa disparition va faire la une des journaux, on va chercher à savoir pourquoi il est mort, et jusqu'au plus petit détail de son suicide. Le premier geste du commissaire est donc d'appeler au domicile du producteur défunt. C'est une femme qui répond. « Monsieur George X n'est pas là. »« Je m'en doute, mais qui est à l'appareil ?»« C'est sa secrétaire privée. »« Commissaire Marquet, vous êtes là depuis quand ? » Je viens d'arriver et monsieur est en voyage. Est-ce qu'il y a un message ? Lorsque le commissaire donne à la secrétaire privée le motif de son appel, il déclenche une tempête de larmes et des déclarations confuses desquelles il ressort que la secrétaire privée n'est pas tellement surprise du suicide de son patron. Pour en savoir le plus possible avant d'être assailli par les journalistes, le commissaire Marquet décide alors d'aller l'interroger lui-même. Quelques instants plus tard, dès qu'il entre dans l'appartement de George X, le commissaire a l'intuition, comme il l'explique lui-même dans ses mémoires, que ce fait divers affreusement banal recouvre un drame hors du commun. Vous allez comprendre tout de suite, chers amis. George X, je vous l'ai dit, est mondialement connu. C'est un producteur de films réputé pour son audace, son sens de la nouveauté, de la surprise. Il a lancé une vedette aujourd'hui très célèbre, fait confiance à des réalisateurs nouveaux, gagné beaucoup d'argent.
Il était célèbre aussi pour ses colères, sa puissance de travail. On imagine donc une sorte de requin vivant dans l'opulence, gorgé de champagne et de caviar. Or, le commissaire découvre un appartement merveilleusement situé, certes au dernier étage d'un immeuble, ceinturé par une terrasse, mais tout petit. La décoration agréable paraît n'avoir jamais été finie. Les meubles sont de bon goût, mais modestes. Enfin, le commissaire ne voit pas les bibelots ou les objets d'art qu'il s'attendait à trouver. Mais le plus bizarre, c'est peut-être la secrétaire privée. Comme elle guettait l'arrivée du commissaire sur la terrasse, elle est vêtue d'un manteau de renard blanc, dont le poil est très largement absent, de bottillons blancs de jeune fille, et pourtant, elle a environ 50 ans. Mais elle doit refuser son âge, si l'on en croit, une chevelure outrageusement blonde, soigneusement laquée, et des lèvres, mon Dieu, très très rouges. « Vous êtes la secrétaire privée de M. Georges X. »« Oui, » répond la femme qui se met à pleurer. Le téléphone sonne. C'est la femme du célèbre producteur. Ils sont séparés depuis 15 ans, mais à l'annonce du drame, la femme, elle aussi, sanglote au téléphone. Elle sanglote, mais là encore, le commissaire a l'impression qu'elle n'est pas tellement surprise de ce suicide. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Ça devait arriver. Le commissaire lui demande si elle veut venir. Elle accepte. En raccrochant, le commissaire s'adresse à la secrétaire privée. « Vous n'avez pas l'air surpris que M. Georges X se soit suicidé. »« Oh non. Oh non, ça n'allait plus du tout. » « Mais pourquoi ça n'allait pas ?» La secrétaire privée est incapable de le dire. Elle fait du disparu un portrait bizarre. Si on l'en croit, Georges X était à la fois un homme odieux et attachant, méchant et trop bon. Ce qui lui est arrivé serait à la fois très triste, très injuste et... c'est bien fait pour lui. Évidemment, ce portrait n'est pas plausible, mais c'est ainsi que la secrétaire privée le voit, et vous comprendrez bientôt pourquoi. « Parlez-moi de sa femme » demande le commissaire. Alors là, la secrétaire privée ne se fait pas prier. Sur ce sujet, elle est intarissable. Georges X s'est séparé de sa femme il y a presque 15 ans. Peut-être qu'elle était belle au début, mais elle est devenue trop grosse. Un homme pareil ne pouvait pas rester avec une femme comme ça. C'est du moins l'avis de la secrétaire privée. Dès qu'ils se sont séparés, ce pauvre monsieur est devenu une vache à lait. Il n'y a qu'à regarder cet appartement, il est simple, tout petit. Par contre, sa femme vit dans un appartement somptueux, bourré de jolis meubles, de beaux objets. Et si elle a quelquefois du mal à boucler ses fins de mois, ça ne l'empêche pas de mettre les enfants dans les meilleurs collèges, de partir en vacances plusieurs fois par an, d'avoir un chalet à la montagne, etc., etc. Ça ne l'empêche pas de nourrir son père et sa mère, une sœur paralysée, deux dalmatiens et un chat. Pourtant, lorsqu'elle téléphone à son mari, aujourd'hui encore, après 15 ans, c'est pour lui faire des scènes de jalousie, se plaindre de sa solitude, lui parler de ses douleurs et maladies diverses et lui demander une augmentation de sa pension. Alors vous comprenez, explique la secrétaire privée, ce pauvre monsieur était souvent odieux avec sa femme. Lorsqu'elle l'accablait de reproches au téléphone, il se mettait en colère, on l'entendait hurler jusqu'au rez-de-chaussée de l'immeuble. Madame Georges X, qui arrive peu après ce portrait flatteur, est en effet une très très opulente personne brune avec de très beaux yeux clairs. Elle arrive essoufflée, larmoyante, ayant en hâte jeté sur ses épaules ce qui devait lui tomber sous la main, c'est-à-dire un manteau d'astrakan gris. Tout de suite, elle s'en prend à la secrétaire. « Je vous avais demandé, dit-elle, s'il avait des somnifères. Je vous avais dit de regarder partout. Lui laisser tout ce poison, c'était de la folie. » La secrétaire privée se défend. « Mais j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Sûrement qu'il le cachait. » Et la secrétaire privée a un ton de reproche. « Vous auriez dû venir chercher vous-même. » Sous-entendu, sa femme, ce n'est pas moi, c'est vous. Le commissaire Marquet intervient. « Si je comprends bien, chère madame, vous craignez déjà qu'il se suicide. »« Mais oui, il avait plusieurs fois menacé de le faire. » Le commissaire observe alors que les deux femmes se mesurent du regard. C'est finalement la secrétaire privée qui, battue, se met à pleurnicher. « Qu'est-ce que je fais, madame ?»« Eh bien, vous nous laissez avec le commissaire, vous terminez le ménage, et puis vous cherchez du travail. » Comme la secrétaire privée est de plus en plus effondrée, la femme ajoute « Vous étiez toujours en train de vous plaindre. Eh bien maintenant, vous voilà libre. » Quelques instants plus tard, le commissaire Marquet a l'explication de cette curieuse scène. Sous ses grands airs, la secrétaire privée n'est autre qu'une femme de ménage. D'après Madame Georges X, elle n'est pas prête à retrouver une place pareille, payée comme une secrétaire à plein temps alors qu'elle n'est qu'une femme de ménage à mi-temps.
« Mais pourquoi ça ?» demande le commissaire Marquet. « Bah, ça c'est tout mon mari, trop bon, trop faible. Il ne savait pas dire non, il acceptait toujours. » Voyez-vous, elle lui avait demandé de la déclarer comme secrétaire parce que ça la vexait de devoir avouer qu'elle était femme de ménage. Alors, il avait eu pitié, mais ça lui coûtait cher, parce qu'avec les lois sociales, il avait fini par être obligé de la payer comme une secrétaire. Et il n'avait même pas besoin d'elle toute la journée. Si le ménage s'est vite fait, en fait de secrétaire, c'est une mijaurée stupide, même pas capable de tenir un ménage. 10 fois, je lui ai dit de s'en débarrasser, mais il n'osait pas la mettre à la porte. Alors évidemment, cette femme l'agaçait. Elle se plaignait tout le temps parce qu'il était odieux. Mais c'est parce qu'elle l'agaçait qu'il était odieux. Regardez-la avec ses airs de princesse déchue. L'appartement n'est même pas propre. Elle préférait lui apporter des fleurs avec l'argent qu'elle prenait sur la caisse plutôt que de laver le carrelage de la cuisine. Tenez, vous n'avez qu'à ouvrir le réfrigérateur, je suis à peu près sûr qu'il n'y a rien dedans. Quand par hasard mon mari voulait dîner chez lui, il fallait qu'il fasse ses courses. Et le samedi matin, tenez, il faisait son lit parce que madame, la secrétaire privée, ne voulait pas venir le samedi. Trop bon, trop faible, a dit la femme. Vache à lait, a dit la secrétaire femme de ménage. Le commissaire Marquet découvre un portrait totalement inattendu du grand producteur George X. Comme vous allez le voir, chers amis, il est loin d'être au bout de ses surprises. La surprise suivante, c'est un nouveau coup de téléphone, cette fois du bureau de George X. C'est une secrétaire qui appelle, mais une vraie secrétaire, qui demande d'une voix inquiète si George est là. Dès que le commissaire annonce la triste vérité, il sent au bout du fil comme un vent de panique. Mais là encore, si c'est la panique, ce n'est pas la stupeur. Finalement, il entend une voix d'homme, lasse et triste. « Ça devait arriver, dit la voix. « À qui ai-je l'honneur » demande le commissaire. « Je suis un ami et l'associé de Georges. »« Vous vous doutiez de quelque chose » demande le commissaire. « Il avait plusieurs fois menacé de se suicider. » « Et pourquoi ?»« Eh bien parce que, répond la voix... »« Parce que quoi ?»« Parce que... » Le commissaire comprend que l'homme cherche des mots pour exprimer une évidence, une fatalité. Finalement, ces mots arrivent comme une avalanche. Parce qu'il était au bord de la faillite, parce qu'on avait les polyvalents sur les reins, parce qu'il s'engueulait avec tout le monde, parce qu'il avait fait de grosses erreurs et que les actionnaires n'étaient pas contents, parce que sa femme est un boulet, parce qu'il était amoureux d'une fille qu'il traitait, il faut voir comment, parce qu'il était complètement surmené, parce qu'il passait son temps dans les avions, qu'il travaillait jusqu'à 11h du soir, allait de la colère au désespoir, voilà. C'est pour tout cela qu'il s'est suicidé. Mais vous? Quoi, moi? Comment étiez-vous avec lui? Il y a un long silence. Au bout du fil, manifestement, l'homme s'interroge et finalement répond lentement avec un mélange d'hypocrisie, de prudence et de remords. Moi, qu'est-ce que vous voulez? J'étais souvent en désaccord avec lui. Il m'écoutait pas, hein? Je l'ai dit, il a fait de grosses erreurs. Enfin, vous étiez très liés avec lui. Bien sûr, nous sommes des amis d'enfance. Lorsqu'il raccroche, le commissaire est pensif. Son interlocuteur a parlé de menaces comme la femme de George X. Selon eux, George ne prévenait pas qu'il allait se suicider. Ils disent qu'il menaçait de le faire. C'est donc qu'inconsciemment, ils admettent l'idée que le malheureux leur en voulait, qu'il attendait quelque chose d'eux. Certes, le chantage au suicide est classique, mais dans leur esprit, il est clair que ce suicide n'était pas seulement pour George X une façon d'échapper à ses soucis, mais qu'il était aussi une forme d'agression, une vengeance peut-être. Évidemment, la nouvelle du suicide de George X se répand comme une traînée de poudre. À 11h du matin, la radio en parle, le téléphone n'arrête plus de sonner, amis, artistes, journalistes, etc. Parmi ces appels, celui de la maîtresse de George. D'une voix sourde et gênée, elle demande simplement si ce qu'on vient d'annoncer à la radio est vrai. Mais elle est tombée sur le commissaire comme on tombe dans un piège. Lorsqu'il lui demande de venir, elle hésite, elle a peur du scandale. Elle est mariée, elle a des enfants, mais elle ne peut refuser lorsque le commissaire lui promet la discrétion. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Je ne sais pas, chers amis, si vous avez deviné où se cache le personnage monstrueux que je vous annonçais au début du récit. Sa femme? Oh non, évidemment pas. La femme de ménage? La malheureuse. Rien ne permet d'imaginer qu'elle soit un monstre. Pourtant, le monstre est déjà là, bien là, et si vous savez écouter, peut-être avez-vous déjà entrevu un croc ou le bout de son oreille.
Voici la maîtresse, les yeux noirs, le front bombé, une longue chevelure brune, et la bouche éblouissante. Sa pâleur est extrême. Elle a le souffle court et les yeux brillants. Elle fait un effort pour ne pas s'effondrer. La conversation avec le commissaire est rapide et pénible. Non, elle n'est pas surprise par ce suicide. Il l'en avait souvent menacé. Elle aussi a employé le mot « menacé ». Pourquoi? Pourquoi? Et parce qu'il lui en voulait, c'est clair. Il l'aimait à la folie, mais il lui en voulait. Il lui en voulait parce qu'elle refusait depuis 10 ans de venir vivre avec lui. Et pourquoi ne voulait-elle pas venir avec lui? Parce qu'il ne se serait pas entendu, elle en est sûre. C'était un homme trop coléreux, trop nerveux, amant délicieux. Il aurait fait un mari épouvantable. D'ailleurs, après des scènes particulièrement violentes, elle avait décidé plusieurs fois de rompre. C'est toujours lui qui était revenu la chercher. Et puis, elle a un mari qu'elle estime, des enfants qu'elle élève bien. Elle ne voulait pas sacrifier tout ça. Mais alors, leur amour, c'était quoi? Eh bien, c'était quelques heures merveilleuses, 1 ou 2 fois par semaine. Quelques week-ends volés sous un prétexte ou sous un autre, vécus dans des endroits délicieux. Quelques voyages pittoresques, car il savait comment la distraire, comment la satisfaire. Pendant quelques jours, quelques heures, il était tout à la fois l'amant chaleureux, le père bienveillant qui la couvre de cadeaux, le compagnon de voyage, connaissant tout, au monologue intarissable et passionnant. Mais il ne pouvait être ça que quelques jours, quelques heures. Et ces derniers temps, il était devenu impossible. Pourquoi? À cause de ses affaires, sans doute. Ces 2 derniers films pour lesquels il s'était donné tant de mal, 2 films remarquables d'ailleurs, le public ne les avait pas compris, ils n'ont eu aucun succès. Alors il en a entrepris un 3e. Commercial, celui-là. Trop. Il a voulu faire trop commercial. Le résultat financier a été médiocre. Par contre, il s'est fait traîner dans la boue par les critiques. Pendant ce temps, son ami et collaborateur, sous prétexte de l'aider à redresser la barre, avait fini par obtenir tellement d'avantages qu'il gagnait plus que lui. Voyant cela, le personnel réclamait des augmentations alors même qu'on savait la société au bord de la faillite. Le percepteur épluchait les comptes, cherchant un redressement à tout prix. Sa femme le harcelait, jusqu'à la femme de ménage, qui, sous prétexte qu'elle était secrétaire, jugeait indigne d'elle de lui laver son linge et de lui recoudre ses boutons de sorte qu'il avait des trous à ses chaussettes et des cols élimés. Lui, un homme pareil, un producteur dont le nom était inscrit 10 fois sur tous les écrans du monde. Et vous, madame? Quoi, moi? Ah, qu'est-ce que vous avez fait pour lui? La femme a un haut-le-corps. Elle regarde le commissaire de ses yeux noirs subitement très durs. Les lèvres se sont serrées. Moi, mais je ne pouvais rien pour lui. Ce n'est pas ma faute s'il était trop bon, trop faible. Ce n'est pas ma faute si ces derniers films n'ont pas eu de succès. Et puis, je ne suis pas sa femme, après tout. Mon mari a ses propres soucis, j'ai le souci de mes enfants. Ce n'est pas de nouveaux soucis que je venais chercher auprès de lui. Il n'était pas là pour encaisser ses sautes d'humeur. Je lui avais bien dit. Cela a été très clair entre nous. Mais enfin, vous dites qu'il avait menacé de se suicider. Oui. Vous étiez inquiète pour lui. Oui. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je ne sais pas, moi. Hier, par exemple. La femme ne le laisse pas finir. Elle se lève, et bien que des larmes jaillissent de ses yeux, elle parvient à répliquer d'une voix glacée et péremptoire. Hier, j'étais avec mon mari et mes enfants au mariage de ma belle-sœur. Il n'y a rien à ajouter. Le commissaire laisse donc repartir la ravissante femme dans un halo soyeux de parfums et de larmes. Cette fois, le commissaire a compris le sens de l'appel anonyme. S'il est mort, ce n'est pas un suicide, c'est un crime. 3 jours plus tard, à l'enterrement, il y a foule. La foule des parents, des amis, des collaborateurs, des distributeurs de films, des artistes, des journalistes, des critiques, même le contrôleur du fisc est venu. Cette fois, le commissaire en est certain, cette foule en deuil qui pleure sous les parapluies, c'est le monstre qui a tué George X. La veille, il a réuni les principaux acteurs du drame, la femme, la maîtresse, l'associée, la vraie secrétaire et même la fausse, la secrétaire privée, femme de ménage. Et il a pu récapituler les faits. George X n'était grand que par son génie inventif. Hormis cette imagination explosive, c'était un homme plutôt moyen, peut-être même
moins que moyen, moins tenace qu'un petit commerçant qui s'accroche à sa boutique, moins roublard qu'un petit entrepreneur de plomberie. Bref, un très mauvais homme d'affaires, beaucoup trop faible pour diriger envers et contre tous une société au milieu d'une crise. Dans un premier temps, le succès de ses idées lui avait permis de gagner beaucoup d'argent, de créer une société pour administrer sa réussite. Mais, puisqu'il gagnait de l'argent, il fallait qu'il en donne, n'est-ce pas? Alors, au lieu de le soutenir, ses collaborateurs l'avaient petit à petit dévoré. Il n'était probablement pas meilleur qu'un autre, mais comme il ne savait pas dire non, il n'était qu'une vache à lait. Et si l'on dit que les vaches donnent du lait, en réalité, chacun sait qu'on leur prend sans leur demander. Alors, petit à petit, on lui prenait tout. On lui prenait son argent, d'autant plus facilement qu'il n'avait jamais le temps de le dépenser lui-même. D'ailleurs, même son temps, il l'avait partagé avec sa maîtresse, par exemple. Elle savait s'organiser. Après un week-end à Deauville, elle rentrait tranquillement chez elle, retrouver son petit mari, ses enfants et la chaleur du foyer. Et puis lui, il rentrait pendant la nuit en voiture, dormait 2 heures et prenait l'avion pour New York. Mais tous savaient qu'en fin de compte, leur vie dépendait de l'activité et de la résistance physique et morale d'un seul. Tout reposait sur les épaules de ce malheureux. Mais lui aussi le savait. Alors, il vivait dans un perpétuel état de colère et de frustration qui le rendait souvent odieux. Dès que l'insuccès est venu, dès les premiers revers, les rats ont commencé à quitter le navire. Sa femme, avec laquelle il était séparé depuis 15 ans, a demandé le divorce pour ne pas être compromise dans une faillite. Sa maîtresse a tout avoué à son mari pour avoir la conscience tranquille. Son associé et ami intime a commencé à lui reprocher de ne pas suivre ses conseils et à se ranger du côté des ennemis, etc., etc. Mais avant de quitter le navire, les rats essaient d'emporter quelque chose. Sa femme une pension, l'associé quelques avantages. La femme de ménage s'assurait qu'elle aurait droit comme secrétaire à ses indemnités de licenciement. L'avant-veille de son suicide, un employé qui s'estimait mal payé, et c'était peut-être vrai, lui demandait encore une augmentation. Même l'État se présentait à la curée, un contrôleur se penchait sur la comptabilité, et sous prétexte que George X avait gagné beaucoup d'argent, réclamait sa part. Sa part de quoi? On se le demande puisque George, en fait, personnellement, n'avait rien. George, en réalité, n'était qu'un pauvre type, travaillant 10 fois plus que le contrôleur pour profiter 10 fois moins de la vie. Souvent, il avait menacé de se suicider. Samedi, après s'être disputé avec sa fidèle secrétaire, la vraie, il l'avait averti qu'il allait se suicider. Celle-ci, la colère passée, comprit cette fois que ce n'était pas une menace en l'air. Alors elle a téléphoné à tout le monde, la femme, la maîtresse, l'associé, jusqu'à la femme de ménage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Sa vie pendant longtemps a été utile à tous, mais maintenant. Oh, il était aussi bien qu'il disparaisse. Il avait déjà souvent parlé de son suicide, n'est-ce pas? Alors, l'une a été dans son chalet à la montagne, l'autre est allée au mariage de sa belle-sœur, l'associé a reçu des amis, et le dimanche matin, l'autobus de la femme de ménage ne passe que toutes les heures. Quant à la fidèle secrétaire, eh bien, elle avait fait son devoir. Elle avait averti tout le monde. Lorsqu'on prévient les gens qu'on va se suicider, c'est évidemment pour qu'ils vous en empêchent. C'est un moyen comme un autre de provoquer un mouvement, une marque d'estime ou d'affection. Seul, plus seul que jamais, ne voyant personne venir, George a décidé d'aller se suicider dans cet hôtel désert de la petite station balnéaire balayée par la pluie, où il avait sans doute connu les rares moments ensoleillés et heureux d'une triste existence. Alors, non-assistance à personne en danger? Allons donc. On ne met pas les menottes à un monstre qui a 100 bras. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.